Bonsoir à tous et à toutes. Il est 19h31. Je pense qu'on pourrait commencer cette belle soirée qui promet d'être très, très intéressante. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette soirée de conférence qui est offerte par le député du Bloc québécois de Montarville, M. Stéphane Bergeron, et où nous avons le plaisir d'accueillir Mme Anne-Marie Sicotte, autrice et historienne, qui va venir nous parler de Louis-Joseph Papineau. Alors, avant de commencer, j'ai des informations techniques sur le déroulement de la soirée. Donc, comme vous avez remarqué, nous sommes sur la plateforme Zoom en mode webinaire. Donc, c'est normal que les caméras et les micros de chacun d'entre vous, les participants, soient fermés et que vous ne puissiez pas les activer. Mais ce que vous pouvez faire, par contre, pendant la conférence de Mme Sicotte, si vous avez des questions, alors je vous invite à les poser dans la section questions-réponses. Donc, en bas de votre écran, vous avez deux petites bulles en dessous desquelles c'est probablement écrit Q et R ou si c'est en anglais, peut-être Q&A, quelque chose comme ça. Donc, cliquez sur cette icône, puis écrivez vos questions. Et après la présentation, bien, je vais être la porte-parole pour poser les questions à Mme Sicotte. Alors, maintenant, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre député, M. Bergeron, pour la suite, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Alors, je précise que Marie-Hélène Talon est la présidente du Bloc québécois de Montarville. Alors, merci pour cette introduction technique. Vous me permettrez de bien sûr saluer Mme Anne-Marie Sicotte, la remercier d'être des nôtres ce soir, d'avoir accepté si gentiment de donner cette conférence qui s'annonce des plus intéressantes. Je veux également signaler la présence parmi nous de mon collègue à la Chambre des communes, le député de Pierre Boucher, les Patriotes Berchères, M. Xavier Barsalou-Duval, qui organisait hier une conférence sur les rébellions de 1837-1838, une conférence qui s'est révélée fort intéressante, fort instructive, et je crois que celle de ce soir nous permettra d'en apprendre encore davantage sur un personnage marquant, central de ces événements, qui est Louis-Joseph Papineau. Je veux également saluer parmi nous M. Martin Murray, qui est maire de Saint-Bruno de Montarville, et j'ose espérer que je n'oublie personne au niveau des dignitaires qui pourraient s'être joints à nous. Le cas échéant, on tâchera de signaler la présence et de saluer les personnes qui se seront jointes à nous. Je crois savoir que nous sommes très nombreux. Je vous remercie donc d'être des nôtres également ce soir. Comme je l'indiquais il y a quelques instants, c'est mon collègue et moi qui avons eu l'idée d'organiser quelques conférences en prévision de la Journée nationale des Patriotes qui aura lieu, bien sûr, lundi. Donc, hier, la toute première sur les rébellions et ce soir sur Louis-Joseph Papineau. Il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur Louis-Joseph Papineau. Je me souviens qu'à une époque pas si lointaine où j'étais encore étudiant au secondaire, une époque où j'avais une chevelure beaucoup plus abondante que maintenant. Il y avait une dissertation à l'échelle québécoise sur Louis-Joseph Papineau dans le cours d'histoire secondaire 4 et la dissertation portait le titre suivant, Louis-Joseph Papineau, traître ou héros. C'était longtemps avant que le premier ministre Bernard Landry décide d'instituer la Journée nationale des Patriotes. Et déjà, le personnage de Louis-Joseph Papineau, et encore, devrais-je dire, faisait l'objet de controverses. Des informations, des désinformations entourant le personnage ont amené les gens à se faire une idée, souvent fausse, de qui était Louis-Joseph Papineau. Fort heureusement, nous avons ce soir avec nous l'historienne et autrice Mme Anne-Marie Sicotte, qui nous parlera de M. Papineau dans quelques instants. Mais vous me permettrez, dans un premier temps, de vous faire une présentation de notre conférencière de ce soir. J'ose espérer, elle est très touffue, cette biographie de Mme Sicotte. J'ose espérer que je n'oublierai rien et surtout que je n'aurai pas commis d'impair. Alors, originaire de Montréal, Mme Sicotte avoue être née dans un milieu non conformiste ouvert aux expérimentations. Son désir et son amour des arts doit couler dans ses veines puisqu'elle est la petite fille de l'artiste Gratien Gélina.
Quant à son père, il a signé de nombreux textes pour la radio et la télévision avant de se recycler dans l'enseignement. Jeune lectrice assidue, elle a senti l'éveil de l'écriture en rédigeant ses tout premiers romans d'aventure dès l'âge de 10 ans. Détentrice d'un baccalauréat en histoire et en anthropologie de l'Université de Montréal, elle se dit passionnée d'histoire pour comprendre qui elle est et savoir d'où elle vient. À son entrée dans le monde professionnel, elle poursuivait ses activités journalistiques qu'elle avait entamées à l'Université de Montréal en tant que collaboratrice et rédactrice en chef de plusieurs magazines et revues. Depuis, plusieurs œuvres sont nées de sa plume, 2 courtes biographies romancées consacrées à son grand-père, Gratien Gélina, et Justine Lacoste-Beaubien ont suivi la naissance de ses 3 enfants. Par la suite, elle a su joindre sa passion pour l'histoire à celle de l'écriture en publiant Quartier ouvrier d'autrefois, 1850-1950, Femmes de lumière, les religieuses québécoises avant la Révolution tranquille, a suivi les années pieuses 1860-1970, dans lequel elle voulait faire découvrir aux jeunes un Québec qui pouvait leur être difficile à imaginer. Elle a par la suite mis sa plume à contribution pour mieux faire connaître l'une des plus importantes figures du mouvement féministe au Québec, Marie Gérin-Lajoie. Madame Sicotte a donc épluché le passé de cette grande dame pour lui rendre hommage dans la biographie intitulée Marie Gérin-Lajoie, conquérante de la liberté. Plusieurs œuvres ont été signées de sa plume, les romans Les Amours fragiles, Le lutin dans la pomme et la fameuse série en 3 tomes, Les accoucheuses. Elle s'est plu à raconter les aventures des patriotes sous une forme qu'elle qualifie de fresque romanesque, et ce en 2 temps, d'abord avec Le pays insoumis, puis Les Tucs bleus, tous 2 en 2 tomes. Elle nous promet prochainement un ouvrage sur le grand Louis-Joseph Papineau. Soyez donc aux aguets. Dans sa propre biographie, Mme Anne-Marie Sicotte déclare, et je cite, que l'un de mes principaux défis a été de coller de très près à la réalité historique, une réalité qu'il m'a fallu débusquer, puisque les historiens fondateurs du récit des rébellions ont cru taire le vrai, comme a dit très justement Louis-Joseph Papineau. Voilà donc qui met la table pour cette conférence intitulée Papineau et le Québec, des menteries à rectifier. Mesdames et messieurs, Madame Anne-Marie Sicotte. Merci beaucoup, Monsieur Bergeron, pour cette magnifique introduction qui me ramène dans tout mon passé à moi. Mais on va aller encore beaucoup plus loin ensemble. Donc, je vous mets à l'écran les livres dont vous avez parlé, l'histoire inédite des Patriotes, la saga romanesque, qui est le dernier livre qui va sortir dans 2 semaines, Papineau, par amour avant tout, qui est un premier livre que je tire du grand travail de recherche que j'ai fait depuis 4 ou 5 ans sur Papineau, qui venait de compléter tout le travail de recherche que j'avais fait sur les rébellions et sur le Québec après la conquête britannique. Avant de parler de Papineau, il faut que je vous amène dans le passé de Papineau, que je plante le décor, que je parle de tout le Québec dans lequel il est né. Et je vais commencer tout de suite d'emblée en disant que le récit historique actuel sur l'histoire du Québec après la conquête britannique repose sur un grand mensonge qui constitue la fondation de l'édifice qui s'est construit ensuite. Cette menterie, c'est que le désordre social qui a culminé aux rébellions, dont on vous a raconté tout ça hier, ce désordre social est dû aux patriotes. En réalité, la violence sociale qui est caractéristique de toute cette période est due aux ennemis des patriotes. Elle est due à une oligarchie qui veut conserver le pouvoir entre ses mains. Cette violence sociale a démarré dès la conquête et son principal objectif, c'est de priver le peuple canadien de l'accès au pouvoir. Donc, quand j'ai fait toute ma recherche, c'est là-dessus que je me suis frappé le nez. Je ne m'y attendais pas du tout parce que les historiens ne l'avaient pas vraiment raconté comme ça, notre histoire. Mais moi, c'est ce que j'ai vu. Au fil de ce que j'ai vu dans la documentation ce qui est, en fait, et non pas ce que j'ai vu. Au fil de la conférence, je vais vous montrer des images anciennes que j'essaie d'avancer ici. Voilà. Donc, cette première image, c'est le panorama de Québec, vu de Lévis. C'est la capitale du Bas-Canada à l'époque de la Nouvelle-France et aussi au moment de la conquête. Elle reste la capitale, la ville de Québec. Et vous voyez en bas, en Basse-Ville, on voit encore
le squelette des cheminées des maisons qui ont été brûlées pendant la guerre de conquête. À ce moment-là, en 1760, les nouveaux sujets du roi de Grande-Bretagne, c'est-à-dire les Canadiens, les anciens Français, les anciennes personnes de la Nouvelle-France, ces nouveaux sujets jurent fidélité à la nouvelle domination. Les Canadiens espèrent qu'en devenant sujets britanniques, ils bénéficieront d'un régime constitutionnel qui garantit les droits et libertés, c'est-à-dire la monarchie parlementaire qui est en vigueur en mère patrie en Grande-Bretagne. En attendant ce moment béni que les Canadiens souhaitent de tout leur cœur et pour lequel ils militent, le pouvoir exécutif dans la colonie est exercé par un petit groupe de Britanniques, une classe restreinte et privilégiée. Et ces Britanniques exercent le pouvoir au sein du conseil exécutif qui conseille le gouverneur nommé par Londres et le gouverneur change régulièrement alors que les conseillers exécutifs sont très permanents. Et ces Britanniques exercent aussi le pouvoir en tant que hauts fonctionnaires ou membres même du clergé anglican, du haut clergé anglican qui s'installe à la conquête. Ces Britanniques investissent l'exécutif colonial et règnent sur les principaux départements de l'administration coloniale. Ils sont privilégiés, ultra privilégiés même, par la ségrégation institutionnelle qui règne déjà dans la mère patrie, la Grande-Bretagne. Là-bas, les catholiques, qu'on surnomme les papistes, sont interdits de l'exercice du pouvoir à cause des serments à prêter. Je suis sûre que vous en avez entendu parler à l'école, le serment du test, ce genre de serment-là. Donc, les Canadiens ne peuvent pas participer à beaucoup de professions et occuper beaucoup de postes parce que ce racisme fait partie intégrante de la dynamique sociale que les Britons, comme on les appelait à ce moment-là, les Britons favorisent dès la conquête. Ils croient au dogme de l'inégalité raciale ou ethnique. Eux, les Britons, forment la race suprême, ils sont donc suprémacistes, et les Canadiens parlant français leur sont culturellement et socialement inférieurs. Ces orientations racistes se manifestent d'emblée dans les plus importantes sphères de la vie collective, notamment par le mépris culturel concernant la langue d'usage, le français, les coutumes et la religion de la majorité canadienne française, et aussi la discrimination à l'emploi, beaucoup, non seulement dans les firmes privées, mais beaucoup dans l'appareil d'État. Et le peuple canadien, à ce moment-là, dès la conquête, est l'objet contre sa volonté d'une assignation identitaire relevant de l'idéologie raciste. Et ça, je suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup de livres d'histoire qui vous l'ont appris. Il faut 10 ans après la conquête, donc jusqu'à l'Acte de Québec de 1774, pour que la discrimination à l'emploi dans la fonction publique et dans tous les emplois en général soit supprimée. L'Acte de Québec de 1974 redonne aux Canadiens théoriquement l'entièreté des privilèges commerciaux, la liberté de culte, la liberté de continuer à vivre selon leurs coutumes et leurs lois, y compris le français comme langue légale, c'est-à-dire dans les tribunaux, les textes de loi, etc. Mais en pratique, la ségrégation raciale perdure. L'élite britannique forme une oligarchie, une caste, une clique de favoris du régime. Et même au conseil exécutif et à la haute fonction publique s'ajoute un nouvel organe de pouvoir exécutif que les Britons peuvent accaparer, c'est-à-dire le Conseil législatif qui est instauré par l'Acte de Québec, une sorte de conseil exécutif élargi doté d'un pouvoir législatif. Les Britons ont toujours les emplois prestigieux et payants, et c'est le même constat dans la société civile, dans les firmes commerciales, les sociétés financées par l'État, etc. Au fil des années, l'élite britannique, celle qui a pris le pouvoir, se radicalise, se fanatise, parce qu'elle voit arriver parmi elles les loyalistes, ceux qui fuient la révolution de 1776 aux États-Unis, un énorme phénomène social très important, mais qui a été sous-raconté ou qui n'a pas été pris en compte dans notre historiographie. Certains de ces loyalistes, qui sont des royalistes qui ne veulent pas vivre sous la République américaine, mais qui veulent rester fidèles à Sa Majesté britannique, certains d'entre eux deviennent des favoris du régime à leur tour et deviennent aussi des favoris des gouverneurs, ceux qui nomment les hauts fonctionnaires et les meilleurs postes par patronage. Ces loyalistes imposent leur despotisme d'autant plus facilement que la géopolitique occidentale est impérialiste.
dominé par un système de gouvernement empire d'un côté, colonie au pluriel de l'autre, et un système donc qui favorise l'essor d'oligarchies coloniales avec la complicité active de la mère patrie. Et ce phénomène est mondial, on pourrait dire, c'est-à-dire que le système impérialiste s'installe partout et crée partout, dans bien des cas, ces oligarchies omnipotentes et despotiques. Voici deux images de propagande de la Révolution française de 1789, parce qu'un autre facteur qui explique l'exaltation des loyalistes, c'est qu'une deuxième révolution républicaine et démocratique, après celle des États-Unis, arrive en France, donc en 1789, mais qui va malheureusement faire une dérive vers la terreur de 1792 avec les exécutions, Robespierre, etc. Et ce qui fait que ça va apeurer beaucoup les loyalistes et les Britons du Bas-Canada qui pensent que les Canadiens, ces anciens Français, sont perpétuellement des traîtres en puissance. Mais dans tout ce contexte général, les Britons bénéficient d'une pléiade de privilèges toujours supérieurs à leur poids numérique, à leur poids démographique, dans les services offerts à la communauté, par exemple les églises, les écoles, les organismes culturels, etc. Quant aux plus puissants d'entre eux, les favoris du régime qui détiennent le pouvoir exécutif, ils s'opposent à la majorité démographique qui milite pour l'obtention d'une législature coloniale en bonne et due forme, parce qu'ils ont l'impression, ils ont justement l'impression que c'est le meilleur outil pour défendre leurs droits en tant que peuple. Cette législature est finalement instaurée en 1791, donc 30 ans après la conquête, ou presque, alors que bien d'autres colonies ont eu leur législature presque automatiquement. Mais ici, c'est parce que le peuple canadien est victime de racisme, était victime de racisme. Cette assemblée législative instaurée en 1791 à Québec, donc cette législature instaurée à Québec a une assemblée législative faite de députés élus et un conseil législatif ou Sénat qui est repris de l'acte de Québec de 1774. Et ce Sénat est rempli de membres nommés par favoritisme, par le gouverneur, par l'oligarchie. Donc, vous voyez venir le conflit à l'horizon. Le peuple canadien, pendant toute cette période, place sa confiance dans un groupe de démocrates, d'hommes de loi, notaires, avocats, qui s'appellent par exemple Jean-Antoine Panet, qui va être le premier président de l'Assemblée législative, Pierre-Stanislas Bédard, un avocat et journaliste, Joseph Papineau, le père de Louis-Joseph. Et donc, ces hommes-là qui ont milité ardemment dans les années 1780 pour l'obtention d'une législature deviennent donc des députés élus à partir de 1792. Mais tout de suite, ils se butent à un mur, celui de la méfiance raciale exacerbée par la Révolution française, puis par la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne à la République française en 1793. Les députés du premier Parlement avaient toute une pléiade de réformes à faire valoir, à faire voter, des lois à changer, toutes sortes de choses à apporter, mais ils sont littéralement muselés par les oligarques qui, eux, essaient de contrôler ce pouvoir immédiatement dès la première législature. Un de ces oligarques, par exemple, c'est le député John Richardson, qui va sévir pendant des décennies. Dès la première session, il exige la langue anglaise comme seule langue statuante de l'Assemblée, sous prétexte de l'unité indispensable de la langue légale dans l'Empire britannique. Être gouverné par des lois rédigées en anglais serait un droit de naissance de tout sujet britannique, selon lui, et c'est ce qu'il fait valoir très péremptoirement à l'Assemblée législative. Ce cher Richardson popularise des préjugés sciemment conçus pour insulter les Canadiens et leur retirer toute légitimité. Par exemple, la masse du peuple est illettrée. Donc, peu importe qu'on lui impose la langue anglaise dans les lois et dans les débats en chambre d'assemblée, elle ne comprend rien de toute façon. Ou cette masse du peuple, ou ceux qui n'aiment pas le bilinguisme ou qui sont réfractaires à l'anglais sont des ennemis de la diffusion des connaissances. Donc, ce genre de préjugé, je crois, a eu la vie longue ensuite. Les députés canadiens, la majorité en Chambre, elle, rétorque que le bien public doit toujours être la loi suprême des représentants du peuple. L'usage de la langue du plus grand nombre est une mesure d'élémentaire justice.
Ne pas l'employer réduirait la presque totalité des Canadiens à ignorer les affaires publiques de leur pays. Et enfin, la Constitution ne peut violer les droits des Canadiens, qui sont aussi libres que le moindre des sujets de l'Empire britannique. Donc, la majorité obtient que le français demeure langue statuante au même titre que l'anglais. Sauf que la table est mise dès 1792, la première session, parce que l'antagonisme que vous devinez, que vous voyez, va durer les prochaines 40 années. Son intensité varie au fil des décennies, selon, par exemple, les oligarques en place, s'ils sont plus ou moins fanatiques, selon les gouverneurs, même chose, selon les ministres et les fonctionnaires en mère patrie, s'ils sont plutôt Tories, conservateurs, que libéraux, ben là, c'est pire. Aussi, si une guerre est en cours ou non entre la Grande-Bretagne et la France ou les États-Unis. Il y en a beaucoup de guerres fréquentes à ce moment-là, et donc, dès qu'il y a une guerre, ça complexifie les choses, ça tend beaucoup le climat. Mais fondamentalement, la méfiance viscérale des membres de l'exécutif colonial, c'est l'ingrédient numéro 1 du terrible blocage qui pourrit le climat du Bas-Canada. Je vais vous montrer quelques-uns de ces chers Britons, membres de l'oligarchie. En bas ici, vous avez Jonathan Sewell, qui va avoir une très longue carrière comme président du Conseil législatif, comme haut fonctionnaire, comme richissime propriétaire foncier. Ensuite, James Monk au milieu. Ensuite, James McGill, le fondateur de l'université du même nom. Tous des marchands aussi. Un McCord, ici, la fameuse dynastie McCord. Ce cher John Richardson, dont je vous ai parlé par rapport à la langue française, et Peter McGill aussi, qui va être plus tard un autre de ces oligarques qui vont faire trembler les Canadiens français. L'ingrédient numéro 2 de l'état du désordre social et de la violence qui s'installe, le terrible blocage qui pourrit le climat du Bas-Canada, l'ingrédient numéro 2, c'est la corruption. Dès la conquête, l'oligarchie s'est ruée dans une entreprise concertée d'accaparement des biens et des richesses des conquis. Par exemple, tout de suite, les Canadiens qui retournent en France à la conquête doivent vendre leurs propriétés seulement à des Britons. Ils n'ont pas le droit de le vendre à leurs concitoyens, de les vendre à leurs concitoyens. Ils sont obligés de vendre à rabais selon le faible prix qu'on leur offre. Ils se font même voler grâce à la complicité de l'exécutif colonial et des cours de justice. Et donc, le rachat des terres que les conquis laissent, ceux qui s'en vont, bien, tout ça, ça va se répéter au fil des décennies, le même scénario, tout le temps, tout le temps. Tout de suite après, l'exécutif colonial se met à accorder des privilèges d'affaires à ses favoris uniquement dans les entreprises de la couronne, genre les forges du Saint-Maurice, dans les contrats publics, dans la chasse aux places, dans l'appareil gouvernemental, bien sûr, donc tous les postes les plus prestigieux, les plus payants et où il y a le plus de pouvoir. Ce favoritisme est ouvertement pratiqué, assumé par l'élite au pouvoir, tout au long de la période qui nous concerne. Le gouvernement impérial envoie des fonds à la pelletée parce que pendant les premières décennies, le Bas-Canada n'est pas indépendant financièrement. Il est subventionné, disons, par la mère patrie. Donc, ce gouvernement impérial envoie plein de fonds, mais il n'y a aucun moyen de vérifier la validité des comptes qu'on lui soumet ensuite. L'oligarchie hausse ses propres salaires, cumule les fonctions, invente des dépenses, se réserve tous les contrats lucratifs, s'octroie des centaines de milliers d'acres de terre dans les cantons de l'Est, sur la rive nord de l'Outaouais, au nord de Québec. Elle fait tout ça, mais le gouvernement impérial n'a rien à faire, ne peut rien faire pour l'en empêcher, ne veut rien faire d'ailleurs pour l'en empêcher. Cette oligarchie se protège de tout parce qu'elle a l'impunité. Elle donne des salaires faramineux au procureur général, au solliciteur général, aux juges des cours criminelles, qui sont donc partie eux-mêmes intégrante de l'oligarchie. Alors, vous voyez le magnifique cercle vicieux. Il y a des abus et des prévarications dans presque tous les départements de l'administration, les douanes, les terres, la perception des deniers, les taxes, la perception des taxes, la justice, la police. Cette corruption est systémique. Le racisme est systémique à ce moment-là, d'après moi. Bien, la corruption l'est aussi. Au grand jour, assumée quasiment comme un apanage par ceux qui débarquent.
Les oligarques font la vie dure aux parlementaires et au peuple qui les soutient grâce à leur mainmise sur l'exécutif colonial et grâce aussi, il faut le dire, à l'appui de Canadiens trop bien nés, souvent des anciens aristocrates qui ne savent plus trop quoi faire de leur vie et qui deviennent des amis du régime aussi, des plus petits, moins puissants, mais quand même, les relais indispensables à travers toute la province. Et grâce à l'appui aussi, surtout, du gouvernement de la mère patrie, qui fait semblant de rien pendant que tout ça se passe. Les Canadiens démocrates, le groupe des sans-culottes, comme on les appelle, ils sont pointés du doigt comme des traîtres en puissance, comme des hommes dangereux auxquels il ne faut pas laisser la moindre parcelle de pouvoir. Si les Canadiens d'ascendance française ont tant voulu une législature, c'est pour lutter contre le gouvernement exécutif corrompu et raciste qui dirige les destinées de leur pays. Donc, ces Canadiens français sont, à cause de l'oligarchie qui n'aime pas, l'exécutif colonial qui n'aime pas la démocratie, parce que ces favoris n'auraient plus le pouvoir qui leur donne tous les privilèges, ces démocrates sont qualifiés par l'oligarchie de rebelles, de fomenter une quasi-rébellion contre l'État à la moindre tentative de réforme. Donc, toute la période est ponctuée de législatures où est-ce que la majorité démocrate essaye, vaille que vaille, de faire passer des lois sur toutes sortes de domaines socio-économiques, culturels, mais dans bien des cas, l'exécutif colonial et l'oligarchie bloquent tout ça, notamment grâce, bien sûr, au Conseil législatif qui a le droit de vie et de mort, le Sénat, qui a le droit de vie et de mort sur les projets de loi qui sont votés dans l'Assemblée législative. Et il ne s'en prive pas du droit de mort. Par exemple, les députés démocrates auraient voulu faire la réforme de l'appareil judiciaire très corrompu, réformer le système légal, je vous l'ai dit, passer des nouvelles lois. Ils auraient voulu passer des lois aussi avancées pour lutter contre l'arbitraire qu'ils ont vécu sous des gouverneurs précédents, le gouverneur Haldimand dans les années 1780, le gouverneur Craig dans les années 1810, ont fait régner l'état d'urgence, se sont permis des emprisonnements arbitraires, des confiscations de biens et de propriétés, des poursuites en justice totalement sans fondement. Et donc, ils se sont permis tout ça à des moments où est-ce qu'ils pensaient que c'était nécessaire de policer, de rabattre le caquet du peuple canadien démocrate. Et pour éviter ce genre de situation, les députés essayent de passer, par exemple, la loi de l'habeas corpus, qui est un recours légal qui permet à un prévenu d'éviter la prison en s'engageant à comparaître éventuellement en cour, et donc non pas de rester en prison tout le temps que ça prend pour que son procès soit institué. Mais les oligarques se battent souvent contre ces tentatives de mettre l'habeas corpus en vigueur. Un autre exemple très parlant de la tutelle dans laquelle la terreur dans laquelle vivent les démocrates, c'est que les députés mettent 15 ans à obtenir un certain pouvoir budgétaire parce que l'oligarchie a tout le contrôle sur l'argent qui arrive dans la colonie et même sur tout le budget de l'État parce que c'est le receveur général qui s'en occupe. Le receveur général fait partie de l'oligarchie et même il va voler, il y en a 2 d'entre eux qui vont voler le trésor public. Donc, les députés essayent d'obtenir le pouvoir budgétaire, mais ils vont en obtenir seulement des parcelles qui vont être très facile à contourner. Ce contrôle-là va être très facile à contourner pour les oligarques. Et c'est ici que notre cher Louis-Joseph Papineau entre en scène. Alors, le petit jeune homme, le garçonnet au milieu, c'est lui, à l'âge de 10 ans. Et il est entouré de ses parents, un peu plus vieux par contre. Là, il n'y avait pas d'image qui correspondait dans la date. Donc, Joseph Papineau à gauche et Rosalie Cherrier à droite de Louis-Joseph. Celui-ci est né en octobre 1786, au moment où justement son père et bien d'autres démocrates du Bas-Canada travaillent très fort pour obtenir la législature qu'ils vont obtenir quelques années plus tard. Donc, Louis-Joseph a baigné dans ce milieu démocrate et militant.
Le peuple canadien dans lequel Louis-Joseph atterrit conserve sa personnalité très française, conserve ses mœurs, ses coutumes héritées de la Nouvelle-France, conserve une incroyable sociabilité, dont une très grande hospitalité. Ce peuple cultive la tolérance et l'ouverture d'esprit beaucoup plus qu'on l'imagine. Donc, c'était des démocrates, des gens qui se méfiaient du pouvoir arbitraire, y compris dans la religion, donc, et dans toutes sortes de philosophies et de systèmes politiques. Donc, beaucoup de tolérance et d'ouverture d'esprit. Un peuple aussi qui sait se battre contre l'injustice et contre les inégalités, qui met beaucoup d'énergie à ne pas accepter l'inégalité sociale et l'injustice. Louis-Joseph apprend de ses parents et même de sa mère, comme il le raconte, que le pouvoir absolu et arbitraire enivre toujours ceux qui l'exercent. Donc, c'est dangereux. Et partout à travers le peuple canadien, la réaction collective est épidermique contre la monarchie et tous ses excès, contre le despotisme et tous ceux qui prétendent l'incarner de droit divin. Pendant son cours classique à Québec, entre 1798 et 1804, Louis-Joseph développe une passion pour les penseurs de l'Antiquité, grâce auquel le cœur se forme à l'amour du pays et de la liberté et se forme à la haine contre l'oppression. Selon Cicéron, la première loi de l'histoire est de ne rien dire de faux et de ne rien taire de vrai. Aristote, lui, est le plus judicieux génie émancipateur du genre humain par sa science du gouvernement. Alors voilà les penseurs de l'Antiquité et bien d'autres dans lesquels Louis-Joseph développe tout son savoir et son militantisme. Pour le jeune homme, le meilleur gouvernement est une démocratie dirigée par les délégués du peuple, point à la ligne. Il découvre également un autre ancien qui s'appelle Sénèque, qui a développé la philosophie qu'on appelle le stoïcisme, soit l'art de la modération et du juste milieu qui guérit de passions meurtrières comme la colère, l'ambition, la jalousie et la débauche. L'art de la modération qui guérit également de l'inquiétude peureuse sur l'état de santé, qui guérit de l'angoisse devant la pauvreté et de la crainte excessive de la mort. Alors, Louis-Joseph se bâtit une philosophie personnelle qui pourrait se résumer ainsi: de la frugalité, de l'exercice, de la gaieté et avant tout, une vie irréprochable sont les plus efficaces moyens de se conserver. Voici donc Louis-Joseph devenu adulte et président de la Chambre d'Assemblée de l'Assemblée législative du Bas-Canada. Et vous avez à gauche un panorama encore de Québec, mais cette fois-ci plusieurs décennies plus tard. Et vous avez ici le château Saint-Louis qui est actuellement là, devant le château Frontenac, sous la promenade de la terrasse d'Offrin. Et donc, le château Saint-Louis, c'est pour ça qu'on dit la clique du château quand on parle de l'oligarchie, parce que c'est tous des gens qui étaient autour du gouverneur qui habitait ici. Et vous avez la rue de la Montagne. Et de l'autre côté, juste ici, vous avez l'Assemblée législative qui est dans l'ancien palais épiscopal de Québec, qui n'existe plus maintenant, mais qui est sur le site de l'actuel parc Montmorency, juste dans la côte de la Montagne, si jamais vous voyez c'est quoi. Pour grandir en beauté, une société aussi doit être saine, pas juste l'individu, mais une société complète. Soutenu par sa philosophie de vie, Louis-Joseph devient avocat, puis député à l'Assemblée législative dès 1808 et enfin président à partir de 1815. Sous sa gouverne, l'Assemblée grignote du terrain question pouvoir et privilèges. Son programme législatif est de plus en plus vaste, de plus en plus cohérent. Mais cette Assemblée lutte contre une oligarchie très riche et très puissante qui contrôle le commerce des fourrures et l'import-export, la spéculation foncière et bancaire. Il ne faut pas oublier l'énorme pouvoir des banques qui est en train de se constituer et qui sont vraiment accaparés par l'oligarchie.
L'entreprise industrielle, comme les canaux, les chemins de fer, les manufactures, donc les grands projets d'infrastructures qui sont mis de l'avant à partir du début du 19e siècle, fin 18e, début 19e. Donc, cette oligarchie qui contrôle l'exécutif colonial et même, comme je vous disais, une des deux chambres de la législature, soit le Sénat, le Conseil législatif, qui a droit de vie et de mort sur les projets de loi. Donc, c'est à ça que l'Assemblée législative de Québec fait face, cette énorme forteresse de l'oligarchie. Une forteresse despotique de plus en plus blindée, de plus en plus agressive. À partir de 1827, et ce qui correspond à la fin du règne du gouverneur Dalhousie, l'arsenal de terreur est remis en action. Ce que les Canadiens ont connu déjà avec Haldimand, avec Craig, ben là, Dalhousie s'en sert de nouveau pour terroriser le peuple canadien et ses représentants à l'Assemblée. Des prorogations et dissolutions intempestives du Parlement pour rien, des poursuites politiques, une exigence perpétuelle de loyauté de la part du personnel d'État, de la part des députés également, des favoris du régime, donc être loyal envers le gouverneur qui exige des choses impossibles comme poursuivre les patriotes en cours, etc. Il y a beaucoup de médisances qui circulent et bien des projets d'assimilation aussi, comme l'union législative avec d'autres provinces ou au contraire le démembrement du Bas-Canada. La violence électorale est aussi beaucoup utilisée par les oligarques quand ils veulent faire régner la terreur depuis le début de la législature, mais plus le temps passe, plus ça s'accentue. Alors, on va soudoyer l'officier qui est en charge de l'élection sur place d'enregistrer les votes. On va acheter les suffrages. On va faire usage de propagande, de désinformation, former des bataillons de fiers à bras. Et le paroxysme de ce climat de terreur, ça va être la rue du sang en 1832, donc une élection partielle à Montréal, où est-ce que 3 Canadiens sont tués et plusieurs blessés par un tir de l'armée britannique en pleine rue Saint-Jacques à Montréal. Et aussi les élections générales de 1834 qui sont absolument méconnues, mais qui sont incroyablement violentes dans plusieurs comtés avec des morts d'hommes encore. Et le but ultime de tout cet arsenal de terreur, c'est d'user de provocation pour pousser les patriotes à bout, en espérant une réaction qui va ensuite être exhibée en preuve de sédition et de traîtrise. Et ceci afin de permettre au gouvernement impérial d'abroger l'acte constitutionnel de 1791 et donc la législature et l'Assemblée législative. Et pour réussir ce coup, l'oligarchie fait appel aux Tories, mais surtout aux ultras parmi les Tories, donc les plus fanatiques parmi les conservateurs, les Tories de l'époque. Et ce sont eux, ces ultra-Tories, qui vont se charger du coup d'État contre l'Assemblée législative. Et ils vont délibérément faire régner la terreur militaire et le mépris de justice avec les rébellions, l'aboutissement de tout ça. Les véritables séditieux sont ceux qui veulent renverser la législature du Bas-Canada, qui vont réussir, et ultimement faire abroger la Constitution et non pas les patriotes, qui, eux, ces patriotes, sont en résistance légale et constitutionnelle devant la volonté de plus en plus affichée de l'oligarchie d'abattre la législature et de museler et de réprimer le peuple canadien. Ici, je vous ai montré des images d'un mariage canadien. Donc, vous voyez bien les tuques bleus et les tuques rouges qui sont portés par les Canadiens de l'époque. Et à droite, c'est un dragon, les fameux cavaliers à cheval qui vont semer la terreur dans les campagnes du Bas-Canada à partir de novembre 1837, en faisant des chasses à l'homme, des poursuites, des violences à main armée, des destructions de domiciles, etc. Donc, le peuple canadien et son Assemblée législative, sous la gouverne de Papineau, entrent en résistance légale et constitutionnelle. Les moyens, c'est en premier assurer de peine et de misère la liberté électorale dans un climat de violence électorale fomenté par les ennemis. Donc, c'est un exploit des gens en partant.
Ensuite, soutenir des pétitions au roi et au Parlement impérial pour réclamer des changements à l'acte constitutionnel. Ces changements sont assez nombreux, il y a une longue liste, mais le cœur de ces demandes de réforme, qui durent d'ailleurs depuis des décennies, ça fait des décennies que la législature demande au gouvernement impérial de faire ça, c'est premièrement que les membres du Conseil législatif du Sénat soient élus plutôt que nommés, ce qui permettrait de ne pas que ce Sénat ne soit plus sous la coupe de l'oligarchie ou beaucoup moins. Que le conseil exécutif qui entoure le gouverneur soit responsable aux représentants du peuple, imputable aux représentants du peuple, et non pas seulement à l'oligarchie et à Londres. Et que l'Assemblée législative ait le contrôle de l'entièreté des revenus prélevés dans la province, ce qui est encore loin d'être le cas à partir des années 1830. C'est un travail de tous les instants et un combat constant que d'essayer de contrôler le budget provincial. Et comme la mère patrie va rester passive à toutes ces demandes, malgré qu'elles sont répétées des dizaines de fois, l'Assemblée législative se met en grève à partir de l'automne 1836. Donc, la première menterie que je vous ai décrite, c'est que le peuple canadien n'était pas ignorant, rebelle, sans dessein. C'est l'exécutif colonial mené par l'oligarchie qui s'est rebellé contre la démocratie parlementaire. En tant que président de l'Assemblée, Papineau a été accablé d'injures et de menteries. Il avait peur, il a écrit avoir peur de prendre racine dans la mémoire collective, comme le dépeignent les gazettes ordurières. En 1835, il écrit que si les Canadiens finissent par être écrasés et que la vision des vainqueurs s'impose dans la chronique historique, lui-même risquait d'avoir l'allure d'un monstre pétri de tous les vices, dévoré de l'ambition la plus effrénée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pourtant, Papineau ajoutait dans la même lettre qu'il n'a jamais nui à un autre homme et qu'il est sans reproche dans toute sa conduite privée, ce qui est totalement vrai. Mon enquête prouve que Papineau a eu une vie privée exemplaire. Il était un époux attentionné, il était un père de famille aussi attentionné, il était d'une fidélité à toute épreuve envers son épouse. D'autant que de toute façon, même s'il avait voulu avoir des aventures extra-conjugales, il n'aurait pas pu parce qu'il était guetté et surveillé. Le moindre de ses faux pas était guetté et surveillé et ses ennemis en auraient profité pour lui nuire. Mais je ne pense pas que c'est pour cette raison-là qu'il est resté fidèle à Julie. Donc, il était époux attentionné, fidèle et un père aimant, attentif, à peine rigide comme les hommes de l'époque pouvaient l'être. Donc, il fallait que ses enfants soient bons garçons ou bonnes filles pour faire plaisir à leurs parents. Mais au-delà de ça, il était très, très tendre envers ses enfants. Il n'y a aussi rien à lui reprocher dans toute la documentation que j'ai lue. En tout cas, j'en ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du côté des finances, on ne peut pas lui reprocher d'avoir volé, d'avoir été corrompu le moindrement, d'avoir abusé de quelqu'un. D'un côté financier, c'est plutôt le contraire. Il a été lui-même abusé à plusieurs reprises. Par exemple, le gouvernement exécutif l'a privé de son salaire de président pendant des années comme un outil de rétorsion. Papineau était du côté des démocrates, même il était le plus démocrate de tous les démocrates, donc c'était facile de se venger comme ça. Papineau a dû oublier des dettes pendant qu'il était en exil. Il a dû payer 2 fois des sommes parce qu'on abusait des gens qui le représentaient au Canada parce qu'il était en exil encore. Et ça s'applique même en tant que seigneur de la petite nation. Il n'a jamais abusé de ses censitaires, ce qui me permet de rectifier une autre médisance. L'aspect archaïque et arriéré du droit féodal. Louis-Joseph était seigneur de la petite nation depuis l'année 1817 et il a donc géré sa seigneurie vraiment comme un refuge pour les Canadiens qui manquaient de terre parce qu'il y avait tellement de corruption dans les départements des terres que les Canadiens n'avaient plus beaucoup d'endroits où aller s'installer à travers la province. Il y avait la corruption et aussi beaucoup de ségrégation dans ce domaine. Sans le droit féodal, les Canadiens auraient eu beaucoup de misère à trouver des terres à très faible coût. Papineau et son père, avant lui, sont devenus seigneurs justement pour offrir une terre d'asile aux Canadiens et aux immigrants pauvres.
Papineau a été un seigneur éclairé et conciliant, et ce sont ses censitaires qui ont abusé de lui en négligeant de payer les rentes seigneuriales, souvent très longtemps. Il faut aussi que je rectifie certains historiens qui ont qualifié Papineau de seigneur et de bourgeois, un peu collet monté, un peu beaucoup collet monté. Donc, un Papineau loin du peuple qui aurait voulu dominer. Là encore, c'est totalement faux. Il mérite vraiment son statut d'homme du peuple. Même s'il était féru de sciences politiques, il était érudit jusqu'au bout des ongles, mais il était aussi vénéré par le peuple parce qu'il restait proche de lui et proche de ses aspirations, sa vie, quoi. La silhouette à gauche, ça a été dessiné probablement en Angleterre au moment des rébellions. Donc, on dessine Papineau comme un rebelle, mais quand même avec un peu de gentillesse parce qu'il porte dans ses mains des requêtes qu'il est allé déposer au Parlement impérial. Et à droite, vous l'avez, Papineau, donc à l'époque de son exil à Paris après les rébellions. La plupart des médisances entourant Papineau concernent surtout son activité révolutionnaire, la fomentation de troubles afin de faire basculer le Bas-Canada dans l'anarchie et d'en profiter pour accaparer le pouvoir à lui tout seul. Selon ses médisances, il était un despote qui cachait son ambition personnelle derrière une prétendue volonté populaire. Il était un démagogue faisant de l'agitation parmi le peuple, un peuple qui est à ce point ignorant qu'il était facile de le duper, de l'agiter et de le mettre à sa botte pour le transformer en peuple rebelle. C'est tout le contraire. Ce sont les ultra-Tories et l'exécutif colonial qui fomentent le trouble et non pas du tout Papineau ni les principaux démocrates. Après les élections de 1832 et 1834, ces ultra-Tories fondent des clubs politiques agressifs. Ensuite, ils militent pour la création de régiments, comme s'ils devaient voler au secours d'un exécutif colonial assiégé par la tyrannie populaire. Les Canadiens patriotes anticipent le pire devant ces préparatifs guerriers. Et l'année 1837 arrive avec les résolutions Russell. Londres refuse d'assainir le gouvernement du Bas-Canada et de poursuivre les hauts fonctionnaires corrompus. Et Londres refuse toute réforme constitutionnelle. Londres permet aussi au gouverneur d'utiliser le trésor public pour payer les fonctionnaires sans l'assentiment de l'Assemblée législative. En clair, le gouvernement impérial blanchit les exécutifs coloniaux et leurs actes de pillage, de tyrannie et d'oppression. Et donc, après les résolutions Russell, tous les comtés de la province tiennent une assemblée anti-coercitive, donc contre la coercition exercée par les résolutions Russell. Et le peuple aussi embarque dans la résistance économique, c'est-à-dire la non-consommation de produits, de marchandises manufacturées dans le Royaume-Uni. On forme aussi des comités centraux et permanents pour chaque district, comme des petits parlements régionaux, en fait. Et ces comités centraux et permanents, soutenus par les délégués de chaque comté, sont supposés tenir à l'automne 1838 une convention dans le but d'amender la Constitution. Puisque Londres refuse de le faire, ben là, le peuple canadien décide qu'il est plus que temps, il a été bien assez patient, il faut le faire par une convention. Et les travaux de cette Assemblée constituante seraient plébiscités lors des élections générales de 1838, au printemps 18 ou à l'été 1838. Et si Londres refuse de coopérer une fois que la constituante a fait ses travaux et que le peuple a plébiscité ses travaux, on parle ouvertement d'indépendance, donc de le faire par la force. Mais surviennent évidemment la répression. L'exécutif colonial ne se laisse pas aller jusque-là, ne se laisse pas amener jusque-là. Ce que cherche cet exécutif à tout prix, c'est passer pour victime d'un système de terreur orchestré par les patriotes. Les propriétés et même les vies de la population loyale seraient en danger par à cause de la terreur patriote, imaginez-vous. Et le but de ce qu'on prétend au niveau de l'exécutif de l'oligarchie, c'est de pouvoir envoyer dans les campagnes partout des escouades policières militaires sous prétexte que l'autorité civile ordinaire est impuissante à faire respecter la loi. On souhaite faire des arrestations arbitraires et semer la terreur.
Les autorités coloniales font donc croire à Londres que la sécurité des Britons au Québec, au Bas-Canada, est en péril constant et l'oligarchie use d'une répression militaire et judiciaire maquillée en rébellion. La propagande s'incruste. Victime de démagogues sans scrupules, le peuple canadien s'est finalement révolté, les armes à la main. Alors que c'est absolument pas ça. Et on en arrive alors à la cerise sur le Sunday, question médisance au sujet de Louis-Joseph Papineau. Il aurait eu peur, il aurait été lâche lorsqu'il s'est vu obligé de fuir aux États-Unis afin d'éviter le sort cruel réservé aux traîtres et aux rebelles. C'est vraiment, là encore, une odieuse menterie et peut-être la pire de toutes. Ma recherche prouve tout d'abord que Papineau voulait combattre à Saint-Denis le 23 novembre 1837, qui est la seule victoire de la résistance contre l'armée britannique. Parce que notamment Papineau, il l'a exprimé très clairement. J'ai découvert des documents que je pense que pas grand historien avait trouvé, en tout cas, où est-ce qu'il raconte toute cette journée-là, cette période-là. Et la documentation est aussi très claire dans les 20 années suivantes par rapport à cette question qui a fait couler beaucoup d'encre. Et par ailleurs, Papineau avait une expérience militaire. Il n'était pas un néophyte. Il avait participé, comme la plupart des Canadiens, à la milice régulière. Il avait été officier. Et il avait aussi été officier dans la guerre de 1812 et capitaine de milice et enrégimenté pour faire la guerre. Donc, il en avait une expérience. Donc, ma recherche prouve aussi que le chef militaire à Saint-Denis, le commandant, c'était Wilfred Nelson, ce n'était pas Louis-Joseph Papineau. Donc, Wilfred Nelson, qui, lui, a obligé Papineau à s'en aller pour plusieurs raisons cruciales, c'est-à-dire particulièrement la présence de Papineau activement recherché à Saint-Denis risquait d'accroître les violences de l'armée contre les habitants du village et contre le village en entier et tous ses bâtiments. Si Papineau restait, ça pouvait empirer la situation. Et Papineau était considéré comme le négociateur en chef avec les autorités de la colonie. Donc, il ne devait pas compromettre ce rôle en participant à la bataille. Et donc, il est parti dans tout ce contexte, malgré le fait qu'il voulait combattre, mais il a été obligé de partir. C'est cette menterie, la lâcheté de Papineau, qui a eu la vie la plus longue jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, les patriotes du Bas-Canada ont été réhabilités dès le milieu du 19e siècle. Leurs revendications ont été considérées justes et nobles. Pourquoi la personne de Papineau, elle, est restée accablée? Parce que les réformistes du Canada uni, après 1841, donc, je dois vous dire qu'une fois que la législature du Bas-Canada a été abolie en 1838, ils ont formé le Canada uni de 1841 avec l'Union législative de l'Ontario et du Québec. Et ce sont les réformistes, c'est-à-dire des libéraux plus tièdes, d'anciens libéraux devenus un peu plus conservateurs, comme Georges-Étienne Cartier, comme Louis-Hippolyte Lafontaine. Ce sont ces réformistes qui ont beaucoup collaboré au succès, entre guillemets, du Canada uni de 1841 en collaboration avec les réformistes de l'Ontario. Mais ces réformistes se sont servis de la médisance de lâcheté pour détruire l'immense prestige que Papineau conservait à son retour d'exil en 1845. Parce qu'à ce moment-là, 2 années plus tard, il est revenu en politique à la sollicitation de plusieurs comtés comme simple député. Il a combattu sans relâche le régime de l'Union de 1841 et la corruption que ce régime entraînait. Alors, loin d'améliorer les choses, ce régime a empiré la corruption. Alors, les réformistes québécois, en 1848, ont cruellement réanimé la médisance de lâcheté portée sur la place publique par Wilfred Nelson lui-même, le héros de Saint-Denis, qui est devenu, après avoir été l'ami de Papineau, qui est devenu un de ses pires ennemis. C'est pour ça donc que cette médisance de lâcheté a eu la vie longue, parce que les réformistes, et les historiens qui étaient très attachés, les historiens qui étaient dans cette mouvance, et ils étaient presque tous dans cette mouvance, ont pris soin de la perpétuer. Donc, à gauche, Papineau, vieillissant, seigneur de Montebello, une fois sa carrière de député finie en 1854.
Et à droite, c'est l'épitaphe de Louis-Joseph et de sa femme qui est dans la chapelle seigneuriale à Montebello. Et si je vous montre cette image de l'épitaphe dans la chapelle, c'est aussi pour vous dire que, là j'achève assez tout près de la fin, pour vous dire qu'une ultime médisance a pris de la substance aussi pendant les dernières décennies de la vie de Papineau, qui est mort le 23 septembre 1871. Il va y avoir 150 ans cet automne. Et cette médisance, elle est basée sur un fait réel, mais grossi et déformé. Le Québec, à l'époque de la mort de Papineau et un peu avant, est contrôlé par son haut clergé catholique, qui a été très heureux de la Confédération canadienne de 1867. Libre penseur, Papineau est accusé à ce moment-là d'anticléricalisme et d'impiété. Ce qui est certain, c'est que les jours précédant sa mort, il refuse le rituel catholique et son cercueil est déposé dans le caveau de la chapelle seigneuriale où se trouve également l'épitaphe. Chose certaine également, Papineau était quelque chose comme agnostique. Il croyait en un Dieu créateur, mais il refusait viscéralement les chicanes et les guerres de religion, les dogmes, les rituels. Il trouvait ça le comble de l'absurdité de croire que sa religion est meilleure que la celle d'à côté, alors qu'il pouvait y avoir des dizaines et des dizaines de religions sur la Terre. Et qui plus est, en tant que président de l'Assemblée, il a vu le haut clergé, catholique comme anglican, se mêler ouvertement et constamment de politique, prôner l'obéissance et la passivité. Il avait ressenti, Papineau, la puissance, le despotisme de ces hauts clergés. Et cette puissance a contribué plus que moins aux terribles souffrances de rébellion. Donc, Papineau est devenu très loin s'est placé très en retrait de la puissance religieuse, et ce qui a permis à la médisance de son impiété, de tout ça, de prendre racine, d'autant que c'était une époque très religieuse et on prenait plaisir à censurer ce genre de comportement. Alors, je reviens sur ce que M. Bergeron dit au début. Est-ce que Papineau était un traître ou un héros? Je pense que vous avez plus d'éléments actuellement pour y répondre. Je vous remercie énormément. Je vais arrêter ici, puis on peut passer à la suite. Oui, très certainement. Alors, on va passer à la suite. Madame Scott, d'abord, je vais vous dire qu'on a oublié de vous dire au début qu'on aura 2 ouvrages de Madame Scott à faire tirer parmi les personnes qui sont présentes ce soir. Alors, on va faire ça à la fin de la rencontre. Et puis maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans la petite bulle là où c'est écrit questions et réponses. Et pour commencer, peut-être moi, j'en aurais une pour vous, une question, Madame Scott. Vous avez parlé en tout début, là, favoritisme, patronage, privilège, impunité, corruption. On n'a rien inventé. C'est ça que je peux conclure. Aïe, 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 c'était vraiment pas rose. Non, on n'a rien inventé, puis eux-mêmes n'avaient rien inventé d'ailleurs, parce que la corruption et l'etc. Que vous avez nommé, ça existait depuis des millénaires. Oui, c'est triste. C'est un des faits les plus importants que j'ai découvert en faisant la recherche. Puis, j'ai vite compris que l'impérialisme, en tout cas, l'impérialisme et ce genre de gouvernement-là favorisaient beaucoup ce genre de comportement-là. Donc, plus l'ensemble politique est grand, plus les commettants sont loin de leurs députés, plus sont loin du pouvoir, plus l'exécutif a l'impunité, plus c'est facile. Donc, je pense que c'est une leçon qu'il ne faut jamais oublier. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez enlever le partage d'écran, s'il vous plaît? OK. J'aurais une autre question aussi. Vous nous avez présenté une image en fait, une caricature de Joseph Papineau là, tenant un document dans les mains. Est-ce que c'était les 92 résolutions? C'était ça? Il y a des chances, c'est pas écrit, c'est pas indiqué du tout, mais c'est certainement probable parce que il est un des principaux rédacteurs et idéateurs des 92 résolutions et pour son fils Amédée notamment, c'était son plus grand fait d'armes à lui et à la Chambre d'Assemblée, mais à lui surtout que d'avoir
déposé, mis par écrit ces résolutions. Puis, il y a beaucoup de gens aussi qui se moquent parfois de 92 résolutions. C'est énorme. Pourquoi ils en ont mis autant? Il y a même des historiens qui ont fait ça, se moquer du nombre de résolutions puis la longueur des résolutions. Mais il faut savoir que ce n'était pas du tout la première fois que ce genre de document était fait. Il y a d'autres, le Conseil législatif qui en avait fait 75. Il y a depuis des décennies des résolutions qui s'accumulaient sous toutes les formes. Alors, de se moquer aussi des 92 résolutions, c'était vraiment pas charitable. Donc, c'est probablement celle-là, en effet, qui tient dans ses mains. Une autre question, donc, si Papineau était présent aujourd'hui, à quelle enseigne politique serait-il lié? C'est une belle question, Ça, c'est une question piège, par exemple. Oui. Oui, attention à la réponse. Je ne suis pas sûre qu'il serait du côté du Canada, en tout cas. Mais il était un libéral assez, comment je dirais, très intègre, mais pas radical. Donc, trouver le parti, l'endroit qui lui sied le mieux, mais il n'était pas... il croyait quand même beaucoup en la modération, je vous l'ai dit au début. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. C'est sûr qu'on les aide, mais on les aide le plus qu'on peut, mais en même temps, on ne peut pas forcer le destin. Lui, il ne voulait pas prendre les armes. Je ne vous ai pas parlé de cette chose-là parce que je n'ai pas eu le temps, mais lui, il n'était pas du tout on prend les armes en octobre 1837. C'était pas ça du tout où il était. Donc, la résistance légale constitutionnelle. Alors, je vais laisser, messieurs les députés et d'autres personnes savantes du genre répondre à la question, mais je pense qu'il serait pas mal au milieu. OK. Une autre question, donc, quels arguments ont été invoqués pour que les femmes propriétaires perdent leur droit de vote en 1849? Est-ce que Papineau avait une position sur ce sujet? On ne sait pas les arguments qui ont été invoqués en 46, je crois que c'était, ou je ne sais pas quelle année, 49 peut-être, parce qu'on n'a pas les débats. Mais il y a eu des arguments qui sont sortis dans la décennie 1830, parce qu'on en a parlé aussi à ce moment-là parmi les députés. La violence électorale y était pour beaucoup. Les femmes étaient soumises elles aussi. Puis vous n'avez pas idée, il faut me lire pour comprendre l'ampleur de la violence électorale et ce que les commettants et commettantes pouvaient subir en allant donner leur vote aux candidats patriotes. C'était quelque chose. Et donc, cette violence-là faisait peur. Et Papineau, je sais qu'il s'est prononcé pour abolir le droit de vote pour les femmes à cause de cette violence. C'est uniquement ça qu'il a dit. Le reste, j'ai trouvé que c'était un homme bien ouvert à bien des égards. C'était un homme de son temps, mais en même temps bien ouvert. Donc, je pense que si il y avait eu un mouvement de suffragettes pour réclamer de rester présente comme votante, il aurait été sensible à ça. D'autant qu'en 1837, il y a eu toute une organisation féminine qui s'est mise en place avec l'urgence de la crise. Il y a eu des associations féminines qui sont mises sur pied. Fait qu'on sent qu'il y avait un mouvement féministe, on pourrait dire, quelque chose comme ça, qui se mettait en place. Et s'il n'y avait pas eu la cassure de la répression, ça aurait pu être bien intéressant qu'est-ce qui se serait développé à ce moment-là. C'est des mouvements, il me semble que j'ai déjà lu à ce sujet-là, des femmes qui prônaient l'achat local pour, c'est ça, acheter des tissus faits localement au lieu de tissus importés. La résistance économique, elles étaient beaucoup là-dedans. Oui, OK. Une autre question, donc, étant annexionniste, est-ce que la République était plus importante que la préservation de la culture française pour Papineau? Non, je ne crois pas. Je dirais que les deux étaient aussi importants pour lui. Je dirais même que la préservation de la culture française était le plus important. Il n'était pas trop dogmatique dans le sens que pour lui, la République, c'était le meilleur. Mais il n'était pas contre le fait d'avoir autre chose en attendant ou si la majorité le voulait. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'était vraiment plus la prospérité dans tous les sens du terme du peuple auquel il appartenait qui primait sur la forme précise de gouvernement, tant que c'était une démocratie. OK. Puis, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon est-ce que Wilfred Nelson a changé de camp? Ah boy! C'était pour l'argent.
l'argent? Wolfram Nelson a été a souffert beaucoup à Saint-Denis en 1837. Beaucoup de ses propriétés, c'était un entrepreneur. Il y avait une distillerie, euh, il y avait plusieurs terres. Il y avait des gens qui cultivaient pour lui. Et beaucoup de ses propriétés, beaucoup de ses biens ont été pillés, brûlés. Il a perdu beaucoup. Et on pense, c'est ce que pense Papineau, d'autres personnes dans son entourage, qu'il s'est fait offrir tout simplement une compensation. Vous savez, les fameuses indemnités qui ont fait aussi brûler un parlement en 1849. Il voulait son indemnité, puis il l'a eu d'ailleurs, ce qui était particulier parce que lui a été vraiment un rebelle pris les armes à la main, selon la conception britannique. Mais il a eu donc son indemnité assez généreuse et c'est probablement ça qui a fait qu'il s'est mis en 1848 à parler contre Papineau et à dire qu'il avait été lâche et qu'il avait fui, et donc à distordre complètement l'histoire et ce qu'on savait à ce moment-là. OK, bien, je pense que j'ai une dernière question pour vous. Et puis, je veux dire aux personnes qui ont envoyé des questions, puis qu'on n'a malheureusement pas le temps de toutes prendre, mais n'hésitez pas à écrire directement à Mme Sicotte par son site web. Donc, elle pourra vous répondre. Donc, la dernière question pour conclure. Alors, d'où vient cette passion? D'où ça vous vient, cette passion pour Papineau? Ben, j'ai commencé par fréquenter les Patriotes depuis au moins depuis 12 ans en faisant la recherche pour ma série romanesque Le pays insoumis, l'étude bleue. Et en travaillant sur la documentation, déjà, je voyais beaucoup de problèmes dans l'historiographie, donc je suis allée beaucoup aux sources, mais aussi j'ai vu un gros problème dans la manière dont on décrivait Papineau. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une excellente biographie très fouillée déjà de cet homme qui est un des hommes les plus importants de cette époque-là? Mais pourtant, ce qu'on sait, qui a été écrit sur lui est premièrement très vieux. Là, je parle des biographies en tant que telles. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'études très ciblées, très pointues. Mais les biographies plus larges sont très vieilles, datent de presque 100 ans. Puis il y a plein de préjugés, entre autres ceux que je vous ai dit, là, les médisances et tout ça. Puis là, je me disais, mais comment ça se fait qu'on n'a pas une biographie moderne de cet homme-là? Et puis, je suis embarquée là-dedans sans trop savoir qu'est-ce qui m'attendait, heureusement, parce que peut-être je ne l'aurais pas fait. Mais c'est ça, voilà. Et cet homme, plus j'avançais plus je l'ai fréquenté, plus je l'aimais, plus je l'aime. Puis c'est pas ça que je veux quand on écrivait une biographie. Je veux dire, moi, quand j'écris une biographie, c'est vraiment honnêtement. Donc, les forces, les faiblesses, bon. Mais là, j'ai pas eu le choix que de tomber en amour avec. Puis de l'écrire, cette maudite biographie-là, fait que qui n'est pas maudite pantoute, qui va être très bienvenue, qui est très bienvenue. Donc, je suis très contente de l'avoir faite, d'avoir eu le guts de fouiller ce dossier parce que ça revire complètement de bord l'histoire du Bas-Canada, l'histoire du Québec. Entre autres, ce que je vous ai raconté, puis aussi plein d'autres choses, ça la revire de bord complètement. Fait que c'est bien important qu'on le fasse. Ah, mais formidable. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bergeron, je vais vous passer la parole pour le mot de clôture. C'est Oui. presque dommage qu'on ne puisse pas poser les toutes dernières questions. Il en restait que 2. Peut-être qu'on pourrait se permettre, si on y va rapidement, Mme Sicotte. J'ai pas de problème du tout, au contraire. Alors, Marie-Hélène, je te laisse le soin de lire à Mme Sicotte les 2 dernières questions. Donc, il y a quelqu'un qui demande, qui se dit intrigué par la tolérance des Anglais envers la corruption des oligarques britanniques suite à la conquête. Cela veut-il dire que la même chose sévissait en Grande-Bretagne sans qu'on ait à y redire? En France, au moins, il y a eu une révolution devant les excès. Les Britanniques sont-ils plus soumis? Pourtant, il semble y avoir moins de tolérance envers la corruption aux États-Unis, à moins que je me trompe. Donc, voilà la question. Les États-Unis, il y en a qui disent que c'est devenu assez rapidement corrompu là, au début du 19e siècle aussi. C'est une très vaste question, mais je ne suis pas sûre que la corruption, elle ne s'articulait pas tout à fait de la même manière en France qu'en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne aussi, ils avaient une culture de l'impérialiste très ancrée. Le peuple anglais était très loin des colonies, donc avait beaucoup de misère à comprendre ce qui se passait là. Beaucoup de gens parmi le peuple anglais voulaient en profiter, comme les oligarques, eux autres aussi en profitaient.
Il y a aussi toute la philosophie ou la croyance que la colonie appartient à l'Empire britannique. En tant que Britannique, je peux y arriver et je mérite, moi, d'avoir le meilleur de cette colonie. L'Empire me doit quelque chose, des belles terres, des belles opportunités, de l'aide financière. D'ailleurs, ils avaient tout ça en arrivant, contrairement aux jeunes Canadiens et Canadiennes qui voulaient s'installer. Donc, il y avait tout cet ensemble de facteurs qui expliquent et puis l'impuissance, c'est très difficile de détricoter un système comme ça. Le Parlement britannique lui-même était corrompu. Il y avait beaucoup de, on pourrait en parler longtemps, mais il y avait beaucoup de députés qui eux-mêmes étaient des propriétaires terriens, qui abusaient, qui faisaient des entreprises commerciales douteuses et tout ça. Fait que, il y a tout un ensemble de facteurs. Si jamais vous voulez, monsieur ou madame, là, que je pousse la réflexion, vous m'écrirez parce que ça, je pourrais vous en parler longtemps. OK, puis il y a une dernière question, mais c'est peut-être plus un commentaire. Enfin, il y a quelqu'un qui dit que Papineau avait parlé d'un État libre et indépendant où le peuple est souverain. Mhm. Alors, est-ce que vous pouvez commenter un peu plus là-dessus? Oui, je ne sais pas à quel moment il a parlé de ça. Je sais que ça correspond bien, en tout cas, à sa foi politique. Un État libre et souverain. C'est quoi la fin? Attendez un instant. Un État libre et indépendant où Et le peuple indépendant serait peuple. souverain. Oui, Ça. c'est tout à fait ça qu'il voulait. Et rendu en 1848-50, il le voulait encore plus clairement. Je pense qu'il n'aurait pas osé dire cette phrase-là en 1836, mais 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, devant les excès du Canada uni et du futur Canada tout court, il était tout à fait prêt à ça. Il l'a dit, c'est probablement de ça, de cette époque-là que date sa phrase ou cette pensée-là. Donc, il ne croyait plus du tout en rien. Même l'annexion, là, rendue à un moment donné, je pense que c'était comme un pis-aller, le moins pire des deux, mais le meilleur, ça aurait vraiment été ça. OK, merci. Ben là, on a vraiment fait le tour. Alors, M. Bergeron? Désolé, Madame la modératrice, d'avoir Il été n'y a un pas de peu problème. indiscipliné, mais Il n'y un a pas peu de comme problème. puis les commentaires le démontrent, un peu comme l'ensemble des gens qui ont assisté à la conférence. J'aurais écouté Madame Sicotte encore pendant de très longues minutes. Alors, merci infiniment de cette belle présentation qui nous a permis d'en apprendre davantage sur ce personnage qui, à tort ou à raison, qu'on a l'impression de déjà connaître, mais qu'on connaît si mal finalement. Et je ne sais pas si tout le monde est un peu comme moi, mais dès que votre ouvrage sera publié, moi, je vais me précipiter à la librairie pour me le procurer parce que vous m'avez définitivement euh, donné le goût de lire, d'approfondir mes connaissances sur ce personnage qu'on admire. Euh, Moi, pendant longtemps, je me suis enorgueilli de dire que j'étais l'un des successeurs de Papineau comme député de la circonscription. Wow! Euh, oui, absolument. Et aujourd'hui, c'est Xavier Barsalou-Duval qui peut s'enorgueillir d'un tel titre, mais c'est quelque chose qui, comment dirais-je, qui nous suit. Il y a comme un héritage qui découle de l'action politique de Louis-Joseph Papineau, qui se fait sentir encore aujourd'hui, plusieurs décennies après qu'il ait quitté la vie politique. Et ça, je pense que ça requiert effectivement qu'on puisse approfondir les connaissances concernant ce personnage qui a été si important dans notre histoire. Alors, Madame Sicotte, merci infiniment d'avoir fait ces recherches, de nous avoir permis de les avoir partagées avec nous l'espace de quelques instants et de vous apprêter à les partager avec nous de façon beaucoup plus approfondie à travers votre ouvrage. Et puis, encore une fois, merci infiniment. Ça a été vraiment une conférence formidable. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder les commentaires jusqu'à Oui. présent. Les gens sont très satisfaits de cette soirée. Euh, on en ressort tous et toutes avec davantage de connaissances à l'égard de ce pan de l'histoire qui est si important. Et on découvre toujours des choses à gratter un peu notre histoire. Et vous nous avez démontré qu'on a avantage à le faire parce que, effectivement, ce personnage un peu méconnu
on a, comme je le disais, on a à la fois l'impression de très bien le connaître, mais au fond, on ne le connaît pas si bien. Et puis, je pense qu'on a affaire, à travers votre ouvrage, à une contribution inestimable pour faire en sorte de mieux connaître ce personnage important de notre histoire. Merci infiniment. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Je précise tout de suite avant de passer au tirage que Mme Scott a accepté généreusement de donner cette conférence. Alors, il nous apparaissait normal, effectivement, de nous procurer certains de ses ouvrages qu'on va faire tirer dans quelques instants. Et sans vouloir brûler le punch, je vous dirais simplement que vous aurez une petite livraison demain pour vous témoigner de notre grande appréciation pour votre conférence de ce soir. Merci infiniment, Madame Scott. Merci. OK. Alors, pour le tirage, ben, il a été fait virtuellement, c'est-à-dire que je n'avais pas de chapeau à partir duquel je pouvais tirer des noms. Donc, ça s'est fait de façon électronique avec la liste des personnes présentes et une attribution de numéros. Enfin, bref, tout ça sous la surveillance de la firme Bergeron Talon. Donc, tout est correct. Alors, je suis heureuse de vous annoncer que Mesdames Lynn Boily et Nadia Leroux sont nos deux gagnantes pour ce soir. Donc, Madame Boily, vous méritez le nouveau livre Papineau par amour avant tout, qui sera publié dans quelques semaines. Donc, dès qu'on l'aura, on va vous le faire parvenir. Et Madame Nadia Leroux, l'histoire inédite des Patriotes, donc un autre ouvrage de Madame Sicotte. Donc, mesdames, je pense que j'ai vos coordonnées parce que vous vous êtes inscrites en nous fournissant votre courriel. Donc, je vais vous rejoindre là dans la soirée ou demain dans la journée là, pour faire des arrangements pour faire la livraison de ces volumes. Donc voilà. Alors, c'est tout pour la soirée. Je vous remercie tous et toutes de votre présence. On a eu jusqu'à 88 participants. Nous sommes vraiment ravis. Encore une fois, merci beaucoup, Madame Sicotte et Monsieur Bergeron de nous avoir organisé tout ça. Alors, je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. Au revoir. Au revoir.